Monsieur le conseiller, rebonsoir et merci de nous faire l'honneur et le plaisir d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être au milieu de la population martiniquaise et en particulier de cette chaîne KMT qui est très spécifique. Faites-moi une grâce simplement. Oui. Monsieur le conseiller, quand on me dit ça, je me retourne pour savoir qui est derrière moi. D'accord. Je m'appelle Monsieur Arabe si vous le voulez. Bien, vous êtes Monsieur Arabe. Vous êtes néanmoins conseiller au CSA. Oui. Vous faites partie de ces sages. Vous êtes 9. Oui. 9 sages qui sont nommés par des personnalités politiques. Vous avez été nommé en quelle année? Par qui? En 2007. En 2007. Par le président de l'Assemblée nationale de l'époque qui s'appelle Jean-Louis Debré. Et donc, vos collègues sont nommés soit par le président du Sénat, soit par le président de la République lui-même. Un tiers du Conseil est nommé par le président de la République, un tiers par le président de l'Assemblée nationale et un troisième tiers par celui du Sénat. Et tous les 2 ans, un tiers du Conseil est renouvelé. Et vous êtes nommé pour combien de temps? 6 ans. Donc vous êtes là pendant combien de temps encore jusqu'à... Eh bien, écoutez, je quitterai la tour Mirabeau à Paris dans le 15e au mois de janvier 2013. 2013. Comment ça se passe? Vous êtes heureux? Ah, moi, je suis un homme heureux. Je suis un homme très, très, très heureux parce que j'ai eu une première partie de carrière professionnelle, comme vous le savez certainement, dans l'exercice du journalisme. Je l'ai exercé 30 ans dans différents postes de responsabilité. Et quand il m'a été fait cette proposition de faire partie des membres du CSA, j'ai pas hésité parce que je trouve que on a rarement l'occasion, quand on est un journaliste de terrain, d'aller voir derrière l'écran comment se passent les choses, comment se décident les choses importantes concernant l'audiovisuel. Et j'ai essayé, depuis que je suis membre du CSA, au milieu de tous mes autres collègues, de faire en sorte que mon expérience précédente serve mes activités actuelles. Nous sommes en 1990 et le CSA lance un appel d'offres pour une télévision locale privée en Martinique. La CNC elle a parti en 1989 et le CSA l'a remplacé et lance cet appel d'offres. Le CSA donne l'autorisation à 2 chaînes, ATV sur la Martinique et TCI sur la Martinique et la Guadeloupe. Donc 2 chaînes en Martinique. Moins de 4 années après, une des 2 chaînes disparaît, c'est TCI avec une dette importante et ATV a des problèmes, un endettement important. Le CSA comprend qu'il n'était pas sage de donner l'autorisation à 2 chaînes parce que le marché publicitaire ne suffisait pas à faire vivre ces 2 chaînes. Aujourd'hui, il y a en Martinique 6 chaînes de télévision, dont 5 privées. Pourquoi le CSA a donc abandonné ce qui était son credo quelque part, vous l'avez rappelé dans votre exposé liminaire, de faire en sorte que les télévisions soient économiquement viables? Comment 2 chaînes ne peuvent pas vivre dans les années 90, 91, 92 disons, et qu'en 2011, 6 chaînes pourront vivre? Votre question est ambitieuse parce que vous faites appel et vous faites un résumé que vos téléspectateurs vont certainement juger très juste, mais entre 1990 et 2011, il y a un certain nombre de points qui ont pas mal changé. Je ne suis pas un grand spécialiste du marché publicitaire, mais j'ose croire qu'en 21 ans, le marché publicitaire a dû changer un petit peu. Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour me dire oui ou non, éventuellement. Il a peut-être baissé parce qu'il y a Il a peut-être baissé. Écoutez, connaissant alors là pour le coup un peu les marchés publicitaires, je serais très étonné que vous ayez raison. Non, mais c'est parce qu'il y a d'autres moyens de faire de la publicité maintenant. Il y a les 12 mètres carrés, là. Ouais. Il y a les flyers, il y a beaucoup d'autres moyens. Ouais, puis les besoins des télévisions ont augmenté aussi. C'est-à-dire que vous voulez qu'on ait une discussion sérieuse ou une discussion du bar de commerce? Parce que donc j'essaye d'avancer les choses. Bon, si j'avais su que les questions porteraient sur cela, je me serais équipé de dossiers, mais comme je le redis, et vos téléspectateurs doivent le savoir, j'ai été pris au dépourvu, puisque je n'avais pas connaissance de cette interview. J'avais demandé à vous rencontrer, vous, monsieur Laouchet, comme respondant. Mais écoutez, vous jouez la transparence, je vais la jouer à fond. Et donc, quand je suis arrivé dans vos bureaux, vous m'avez proposé d'être interviewé à 3 reprises, ce que j'ai accepté, parce que j'ai pas du tout de raison d'être désagréable. Mais il faut que vos téléspectateurs sachent que je n'avais pas été prévenu. Donc, malgré tout, je vais essayer de répondre. Monsieur Arabe, oui, voilà. Essayer de répondre à vos questions pour aller à l'essentiel. C'était une façon d'être du CSA. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en disant qu'un des critères d'acceptation du dossier, c'était le critère économique. Oui. Bon,
Oh, il semble qu'ils soient un peu abandonnés. Donc, quand on essaye d'avancer un tout petit peu, acceptez d'avancer, ne faites pas des petits pas sur le côté ou sur l'arrière. Malheureusement, j'ai donc cette obligation de rappeler à vos téléspectateurs que, n'ayant pas été prévenu, je n'ai pas apporté avec moi les chiffres, par exemple, du marché publicitaire. Mais si vous le voulez, on se donnera un autre rendez-vous et on fera un comparatif très sérieux entre 1990 et 2011. Mettons ça de côté. Pour le reste, les chaînes naissent, vivent et meurent. Vous le savez bien. Elles naissent, vivent et meurent en fonction de leur intérêt vis-à-vis du téléspectateur. Ce que nous essayons de faire, et ce que moi j'essaie de faire, c'est que l'impératif économique ne soit pas le seul, mais que l'impératif d'intérêt compte également. Je ne sais pas si KMT a comme objectif de gagner de l'argent, comme objectif numéro 1 de gagner de l'argent, ou comme objectif numéro 1 d'informer ses téléspectateurs. Je dis cela parce que j'ai bien expliqué tout à l'heure qu'il y avait plusieurs critères cumulatifs pour le choix d'une chaîne ou d'une autre. Par ailleurs, pour préciser cette idée selon laquelle de 1990 à 2011, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué et qui vont encore continuer d'évoluer très vite, rien ne nous dit que le marché publicitaire n'est pas déjà... Vous savez, on nous a dit que le marché publicitaire allait complètement partir sur Internet. Quand on regarde de très près et sérieusement les chiffres, on voit que ce n'est pas le cas. Que jusqu'à présent, les médias dits traditionnels continuent de canaliser l'essentiel du marché. Mais peut-être pour ne pas ennuyer vos téléspectateurs avec des chiffres, dont je n'ai malheureusement pas la disposition tout de suite, moi, pour essayer de répondre honnêtement à votre question, ça voudrait dire, si je vous suis, qu'il faudrait figer un paysage à une date qui vous arrange, et puis à partir de là, plus personne ne rentre dans le jeu. Non, je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit que c'était la politique du CSA de donner vraiment la priorité à l'économie, la preuve. Non, ce n'est pas la priorité. Si, je vous dis... Écoutez, d'accord, si vous savez mieux que moi la politique du CSA, dites-la moi. Je vous la dis. Parce qu'en 2002... Enfin, vous donnez votre version. Hein. Non, je donne des faits. Ce n'est pas une version, c'est des faits. Je vous donne des faits. D'accord. Lorsqu'en 2002, nous avons été autorisés à être en hertzien. Vous êtes persuadé que vos téléspectateurs ont l'impression d'assister à un débat correct? Pourquoi vous me dites ça? Parce que, je redis les conditions de cette interview, j'ai expliqué dans la première partie de cette émission à quel moment je suis arrivé au CSA, en 2007. Si vous voulez remonter à Mathusalem, faites-le, mais je vous écouterai avec beaucoup d'intérêt me dire des choses vraies et des faits. Non. Donc, défilez vos faits et puis vous me direz à quel moment je pourrais répondre à des questions. C'est un problème important. C'est un problème important et je ne sais des pas... extrêmement particulières. Non, je ne sais pas de vous piéger du tout. Non, pas du tout. Non, je ne sais pas de vous piéger. Donc 2002, racontez-moi ce qui s'est passé en 2002. Je vous dis, nous sommes sur le câble, ok? Et en 2002, nous voulons passer en hertzien. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui qui s'occupait des dom-toms à l'époque, c'était M. Philippe Levrier, nous dit d'accord, ce que vous faites est intéressant, vous allez passer en hertzien, mais à une condition, c'est que vous n'ayez pas accès au marché publicitaire. Parce qu'il est trop étroit, on a déjà vécu cette expérience d'ATV, de TCI, donc on vous donne, mais vous n'allez pas, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un problème économique. Et si je vous pose ces problèmes, c'est pas du tout pour faire de la polémique, c'est parce qu'il y a un vrai problème des télévisions locales privées aujourd'hui, parce que c'est vrai que le service public, vous êtes au courant de cette problématique, le service public qui bénéficie... Non, je ne sais pas, j'apprends tout par vous aujourd'hui. Le service public qui bénéficie donc de la redevance a accès au marché publicitaire, d'accord? Et donc, il est très preneurs de ce marché publicitaire. Et nous, les télévisions locales privées, nous avons créé une fédération pour demander que le service public en Martinique puisse ne plus avoir accès à ce marché publicitaire. Adressez-vous à l'État pour ce qui concerne la publicité, puisque vous savez que c'est la loi qui organise la publicité. Quel est votre sentiment sur ça? Quel est votre sentiment? Le CSA n'a pas à avoir de sentiment. Nous ne faisons pas du sentiment. Quelle est votre idée sur ça? Est-ce qu'à votre avis, le service public... Le CSA est là pour appliquer la loi. Et à l'heure actuelle, la loi sur l'arrêt de la publicité sur le service public a été modifiée, et notamment, vous le savez, dans un premier temps, en gardant de la publicité diurne sur le service public en métropole, en la gardant sur l'ensemble des antennes de l'ex-RFO, sur l'ensemble des programmes, jusqu'en 2016. Est-ce que vous êtes consulté? Je suis là pour appliquer la loi. Est-ce que vous êtes consulté? Je suis là pour appliquer la loi. Est-ce que vous êtes consulté avant la loi? Je suis là pour appliquer la loi. Mais je pense que vous avez une certaine méconnaissance du mécanisme de la République. Est-ce que le CSA est consulté dans ces sujets-là par le législateur, par le gouvernement?
D'accord. Bien. Est-ce que... Non, mais qui fait la loi en France? C'est vous ou moi? Non, ce sont les parlementaires. Non, mais comme vous êtes l'autorité régulatrice Oui, de l'audiovisuel... Nous régulons ce qui existe, nous ne régulons pas ce qui n'existe pas. Avant de faire un projet de loi, le gouvernement peut très bien, et je suis sûr qu'il le fait, vous interroger, prendre votre sentiment, votre avis. Dans ma petite expérience de membre du CSA, alors apparemment je ne dois pas être aux bonnes réunions si je vous entends, je n'ai pas été consulté sur ces questions. Vous n'avez pas été consulté sur Et ces questions. Et ça ne me semble pas anormal. Encore une fois, une république se définit par le législateur qui a des pouvoirs séparés de l'exécutif notamment, et puis des autorités administratives indépendantes, puisque c'est le cas du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le CSA peut donner des conseils au gouvernement, je veux dire, même s'il y a une séparation des pouvoirs, ça n'a aucun rapport, je veux dire. Bon, mais peu importe. Et je me rappelle, monsieur Rachid Arabe... Vous savez, c'est pas parce que certaines personnes ont le conseil facile que le CSA doit l'avoir également. Bon, j'ai pas suivi. Lorsque vous avez observé qu'à plusieurs reprises, je suis allé au CSA défendre mes dossiers pour ma télévision. Et une fois, je vous avais dit que nous sommes une télévision d'opinion. Vous vous rappelez? Très bien. Vous vous rappelez. Et vous étiez insurgé contre ça en disant que c'était inadmissible, insupportable, une télévision d'opinion. Insurgé, c'est le mot. Insurgé, c'est le mot que vous choisissez. Ah, bon, mais vous aviez dit quoi? Vous aviez dit quoi? Je vous avais fait un certain nombre de remarques. Insurgé. Vous allez bientôt me voir insurgé si vous continuez à vous comporter de cette façon-là. D'accord. Vous aviez dit quoi? J'avais émis un certain nombre de réserves parce qu'il me semble que dans la République française, nous ne tolérons pas, nous demandons la multiplicité, le pluralisme des opinions, mais nous ne tolérons pas que des médias audiovisuels aient une opinion unique. Donc une opinion unique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des opinions et émettre des opinions. On peut mettre à l'antenne plusieurs opinions, oui, tout à fait. Mais il me semble, moi, mais vous pouvez tout à fait partager, enfin ne pas partager mon sentiment, il me semble que le pluralisme nécessite que l'on présente les différentes opinions. Mais vous êtes tout à fait l'illustration de votre combat, hein, puisque vous transformez les mots, vous transformez les situations et vous faites de vos opinions des faits. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre façon de m'interroger. Et puis, si je peux me permettre, je suis extrêmement surpris. Est-ce que c'est une discussion entre vous et moi, ou est-ce que vous pensez que tout cela passionne vos téléspectateurs? Quel est l'intérêt de vos téléspectateurs? Est-ce que c'est pas d'avoir une télévision de qualité avant tout? Écoutez, je suis un petit peu surpris par votre agressivité. Excusez-moi. Je ne suis pas surpris. Vous n'allez pas être surpris par mon agressivité, pardonnez-moi. Je crois être plutôt beau joueur. Je redis à vos téléspectateurs que j'ai accepté un jeu dont je n'étais pas au courant. Je crois quand même que la moindre des corrections de votre part aurait été de me prévenir. Deuxièmement, de prévenir vos téléspectateurs que je n'étais pas prévenu. Bon. Donc je l'ai fait moi-même. Je ne vous reproche pas ça, vous avez le droit de dire ça. Je veux dire que lorsque les personnes qui m'ont contacté pour notre rendez-vous, il est évident que je leur ai dit qu'on allait faire une interview. Très bien. C'est évident. Je veux dire, je ne suis pas un imbécile ni un fou. J'ai demandé, quand on m'a dit que vous alliez venir me voir, j'ai dit, je souhaiterais qu'on ait d'abord cette visite, dont je vous remercie, mais qu'on ait également une interview. C'est évident. Je ne peux pas ne pas l'avoir dit. Vous dites maintenant qu'on ne vous l'ait pas dit, ça c'est autre chose, mais je vous l'ai dit. Alors, essayons d'avancer sur quelque chose qui intéresse peut-être un peu vos téléspectateurs, parce que moi, je serais eux, j'aurais zappé des gens. Je les connais bien. Ils n'ont pas zappé. J'en doute pas. Est-ce que vous êtes déjà venu en Martinique? Ça m'est arrivé, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce pays au niveau de l'audiovisuel? Est-ce que les journalistes, est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu comment fonctionne le journalisme et les journalistes dans ce pays? Tout à fait. Non, oui. Non, je ne le fais pas simplement quand je viens vous rendre visite. Je le fais à longueur d'année puisque je m'occupe également des questions de déontologie au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc j'ai régulièrement l'occasion de voir si les règles sont appliquées ou pas. Quand elles ne sont pas appliquées, je le fais savoir. Pas seulement au niveau des règles, mais au niveau de la façon de faire le métier, la façon de fonctionner. Cette façon a beaucoup évolué en quelques années. Hein. On peut clairement considérer que quand on venait il y a 20 ans ou quand on vient aujourd'hui, on voit bien que d'abord l'offre, par sa multiplicité, même si vous craignez que le marché publicitaire ne soit pas suffisant pour que tout le monde vive, mais l'offre fait que déjà les différentes... les différents calibres de télévision sont représentés. Moi, je trouve de nets progrès. Je trouve simplement que
beaucoup de journalistes, certainement dus à des périodes où ils se sont sentis brimés, ont tendance à être aujourd'hui des militants. Je crois qu'un journaliste n'est pas un militant. Vous arrivez aujourd'hui, nous sommes donc le 30 novembre. J'ai sous les yeux le France Antilles du 29 novembre. D'accord ? À la première page de ce journal, un chef d'entreprise majeur dans ce pays, il s'agit de M. Éric de Lucie, qui est le bras droit de Bernard Ayotte, qui est un homme d'affaires très important ici. Bien. Il dit, on va arrêter la banane. D'accord ? Et il dit, ça dépend du préfet qui doit donner une dérogation pour l'épandage sur la banane, ça dépend du préfet. Mais même si le préfet nous donne l'autorisation, eh bien, tant que les hommes politiques, qui par ailleurs ont voté une motion contre l'épandage, tant que les hommes politiques ne vont pas se déjuger, eh bien, l'autorisation du préfet va moisir dans son bureau et je ne l'occuperai pas, je ne m'en servirai pas, la banane va mourir. D'accord ? Est-ce que ça vous paraît une information importante, vous qui avez été longtemps journaliste ? Je ne suis pas journaliste aujourd'hui et quand j'ai signé ma charge de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, j'ai signé un certain nombre d'obligations de déontologie et de droits de réserve qui m'interdisent de parler de sujets qui ne concernent pas l'audiovisuel. D'accord. C'est parce que... Vous savez que si j'enfreins cette règle-là, je suis passible de poursuites pénales.